Dimanche 18h sur Téléclub, c'est votre rendez-vous avec l'heure de jeu pour récapituler tout ce qu'il ne fallait pas manquer de ce week-end de football suisse. Et ce que nous retiendrons de cette 23e journée, c'est la nouvelle défaite de Grasshopper du côté du Letzigrund face à Lucerne, la 7e en 8 matchs pour le club qui s'enfonce un peu plus dans la crise et qui a essuyé les critiques des supporters, joueurs et dirigeants se sont regroupés pour donner des explications aux fans. C'était hier soir en fin de rencontre. Vous reverrez les moments clés des 5 matchs de Super League du week-end. Nous évoquerons aussi le derby roman qui se tiendra samedi prochain à Neuchâtel. Il sera également question de Challenge League. Et on passe ce dimanche aux côtés de notre équipe, notre consultant Claude Gross. Bonsoir. Bonsoir Lady. Merci d'être avec nous pour la rédaction, c'est Nicolas Emenech. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et notre invité Bruno Morgado, bonsoir. Bonsoir. Défenseur du FC Sion. Merci Bruno d'être venu jusqu'à nous malgré les bouchons depuis le Valais. On est content de vous avoir tout de même à l'heure. Vous avez vécu une semaine difficile avec le FC Sion, avec l'élimination en coupe. Cette défaite hier soir frustrante face à Young Boys. Quel est aujourd'hui le sentiment qui prédomine pour vous? Un peu déçu de cette semaine, voilà. On n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Suisse. Et hier, on a perdu le match dans les dernières minutes. Voilà, il nous manque peu, mais c'est dommage, voilà, on aurait pu faire mieux. On reviendra en détail, bien sûr, sur cette rencontre et puis sur votre parcours également. Bruno, soyez le bienvenu sur notre plateau. Avant de nous intéresser à la Super League, on fait le point sur les performances romandes de Challenge League. Nicolas a commencé par Servette qui se rendait vendredi au Brugglifeld. Oui, c'est un week-end un peu particulier puisque les 4 premiers du classement étaient directement opposés. Tout a commencé avec la rencontre entre le 4e Haro qui recevait Servette, le leader, les quelques 3000 spectateurs du Brugglifeld et les téléspectateurs de Téléclub ont eu droit à un match spectaculaire et riche en buts, mené 2-0 à la pause. Les hommes d'Alain Geiger ont été capables de réagir après le repos. Vous l'avez déjà découvert, la réduction du score sur un corner de Wüttrich a été signée Rouillé. Servette, plus incisif, a poursuivi sur sa voie et égalisé par Chagas. Service Yapikino. On venait alors de dépasser l'heure de jeu et les Grenats étaient récompensés de leurs efforts. Encore mieux pour eux. Le portier adverse, Nikolic, en faisait une belle, une bourde qui allait permettre à Stevanovic d'inscrire le 3-2 à la 82e minute. Ce cadeau n'a cependant pas été suffisant pour les Servettiens qui ont encore été rejoints au score dans les arrêts de jeu. C'est Misic qui a égalisé sur ce qui était le 2e penalty en faveur des hommes de Patrick Ramen. Ce 3-partout final enterre peut-être définitivement les chances d'Haro pour la première place. Mais est-il pour autant, Claude, une bonne affaire pour Servette? Oui et non, c'est un peu rageant pour les Genevois parce qu'ils prennent le goal en toute fin de match. Mais sur la physionomie du match, je pense que le nul était correct. Il faut se rappeler que Genève était mené 2-0 à la mi-temps. Ils ont le mérite de revenir puis de mener au score. Et après, voilà, il y a l'effet de jeu. Mais je crois que c'est un match effectivement très spectaculaire. Et je pense que le match nul est correct. Il n'arrange pas forcément ni l'un ni l'autre, mais il est correct. On va le voir, c'est un week-end qui était particulièrement chargé en match nul en Challenge League. Oui, puisque le 2e Lausanne rendait visite au 3e Winterthur. 2 équipes, Nicolas, qui avant le coup d'envoi étaient à égalité de points. Oui, 2e, 3e. La place de barragiste actuellement qui était en jeu dans cette rencontre, largement suivie par le public de la Schützenwiese. Ils étaient 5200 à avoir entrepris le déplacement. Ils ont dû attendre longtemps avant de voir la première réussite. Elle est tombée à la 81e minute. L'action qui est partie de Geisman qui se poursuit avec le centre de Flo, la déviation de Bues et Geisman à la conclusion au 2e poteau. À ce moment-là, Lausanne pensait certainement avoir fait le plus dur pour ramener les 3 points. Mais au final, ça sera un nouveau match nul parce que sur ce long ballon, le cuir a été repoussé jusqu'à Sliskovic. 89e minute, frappe de Mule. Castella touche, mais pas suffisamment. Au final, 7 tirs cadrés à 1 en faveur de Winterthur, qui a, sur ses chiffres, a dominé la partie. Lausanne qui a eu encore une fois de la peine à faire la différence. Xème match nul, Lausanne désormais a plus qu'un match nul tous les 2 matchs, Claude, dans ce championnat. Oui, c'est le 12e se faire, 12e match nul, c'est assez incroyable. Alors, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas vu le match, mais c'est vrai que
On a vu qu'ils marquaient en toute fin de match. On pensait qu'ils avaient fait le plus dur et qu'ils allaient pouvoir enfin recoller par rapport à Servette. Et de nouveau, il y a ce goal qui vient un peu de nulle part. Siskovic, ce goal est magnifique. Et de nouveau, un nul qui n'arrange peut-être pas grand monde, peut-être plus Winterthur passé arraché à la fin. Mais pour Lausanne, c'est pas un bon point. C'est encore une occasion de rater de rejoindre, pas immédiatement, mais de recoller un petit peu à Servette pour Lausanne. Ouais, se rapprocher de Servette et puis faire un peu le trou avec Haro et Winterthur. C'était l'occasion rêvée. De nouveau, pas de réussite. D'habitude, Lausanne marque en fin de match et s'en sort, et cette fois pas. Bruno, vous avez affronté cette équipe de Lausanne en coupe avec Sion. Ce Lausanne qui est à la peine quand même. Est-ce que vous vous attendiez à mieux de leur part, eux qui ont été les ultra favoris sur le papier, mais sur le terrain, c'est plus compliqué? Je sais pas trop, donc je suis pas trop la challenge en ce moment, mais ouais, en coupe, on a joué contre eux. Ils vous ont bien bousculé, hein? Ouais, ils nous ont bien bousculé. On avait juste gagné 1-0. Ouais, c'est juste 1-0 ce match. Et après, on avait défendu énormément. Après, c'était un match de coupe, c'est différent que le championnat. Mais ouais, c'est une bonne équipe, donc ouais, si c'est une équipe qui doit jouer le haut du tableau pour jouer en Super League, c'est normal. Le classement, on va le découvrir justement juste après les résultats complets, Nicolas. Oui, on le disait, presque statu quo dans ce championnat de Challenge League au cours de cette 23e journée. Il n'y a eu qu'un succès, c'est celui de Rapperswil face à Ville 4-0. 3 partout entre Haro et Servette, 1 partout entre Schaffhouse et Vaduz. Et cet après-midi, Chiasso Kriens 2-2 et Winterthur Lausanne 1 partout. Le classement donc voit Rapperswil gagner de précieux points et de précieuses places. Les Saint-Gallois ne sont plus lanterne rouge dans un bas de tableau qui reste extrêmement serré. En tête, Servette a toujours ses 6 longueurs d'avance sur à la fois Lausanne et sur Winterthur. Haro est à 6 points de Lausanne et des Zurichois. Prochaine journée avec notamment la visite à la Pontaise du FC Haro. Merci Nicolas, voilà pour notre page de Challenge League. Avant d'ouvrir notre chapitre consacré à la Super League, on fait une petite pause rafraîchissante puisque vous le savez évidemment, les tribunes, les terrains, les plateaux de télé sont le théâtre chaque semaine de scènes cocasses. Vincent Rigolet les regroupe et vous les montre dans What the Foot. Cette semaine, on tire notre chapeau à l'architecte du stade de Nuremberg où les normes antisismiques sont parfaitement respectées, la preuve en images. De manière un peu plus approximative, apprenez le français avec nos commentateurs. À 1 partout, ça n'aurait pas été la même mayonnaise, hein, si vous me passez l'expression pour... Entre Stéphane Amoroso et les expressions françaises, la limonade n'a pas pris. Dans un tout autre registre, Alain Rohrbach et la géométrie. Mais l'important, c'est le carré vert qui va... Ah ouais, le carré vert, rien que ça. Steve Guillon n'a pas sa langue dans sa poche. Comment vous dire ça? IB a cette à AIB. Voilà. Comme l'entraîneur de l'équipe nationale. On va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus. On va faire une petite pause, on va reprendre nos esprits et puis on va récapituler tout ça. À tout de suite. En même temps, vaut mieux dire ça que de dire une connerie. C'est difficile à gérer pour le Betis qui a quand même gagné 3-3 à l'extérieur. À 0-0, ils sont qualifiés. Comment est-ce qu'on gère ce genre de moment? Betis qui a gagné 3-3 à l'extérieur, je la note pour le bêtisier de fin d'année. Pardon. Vincent. On appelle ça les pieds dans le tapis. Bohemian Rhapsody a remporté 4 Oscars, ça valait bien un petit hommage de la part de l'AC Milan. Bon, du côté de l'Ajax, c'est pas la même mayonnaise avec André Rieu, mais sur le carré vert, ils auraient bien pu l'emporter 2-2 contre le Real. Quant à nous, on envoie tout valser. À la semaine prochaine. Merci à Vincent Rigolet. What the Foot revient dans la prochaine heure de jeu. À présent, on parle de Super League avec hier le FC Lucerne qui se rendait pour la 2e journée consécutive du côté du Letzigrund. Après Zurich, c'est à Grasshopper que le nouvel entraîneur Thomas Eberli se mesurait et les sauterelles n'ont tenu qu'un quart d'heure, pliant à la 16e minute devant la frappe puissante de Marvin Schulz qui profite d'un ballon mal renvoyé par Holzhauser. C'est le 1-0. Donc à la 16e minute, son 3e but en Super League. 8 minutes plus tard seulement, c'est Christian Schnövli qui va pouvoir doubler la mise. La passe de Schürpf est déviée par la défense zurichoise. Le capitaine bute une première fois sur l'Inner, mais peut récupérer pour signer le 2-0.
En deuxième période, Getse parvient à réduire la marque sur un corner. Botté par Yorick Ravet, Ayeti profite d'un renvoi de Schürpf pour tromper Thiboung. Le défenseur central se fait l'auteur d'un deuxième but en 2 matchs après l'égalisation dimanche dernier face au FC Thun. Et puis Ayeti va placer encore un autre ballon au fond des filets, mais de son propre gardien. Cette fois-ci, c'est 4 minutes plus tard, après avoir écarté le danger. Vargas récupère pour servir Schneuvely sur la gauche. Une frappe déviée par la tête du malheureux Ayeti. Claude, c'est une 7e défaite en 8 matchs pour Grasshopper. Rien ne va plus pour le Rekordmeister. Ouais, ils sont totalement au fond du trou. Ce qui est une bonne nouvelle pour les Romains, pour Neuchâtel notamment, parce que le salut passera peut-être par l'échec de Getse, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils sont complètement hors sujet. Je ne sais pas si Fink va passer la semaine, donc voilà, les malheurs des uns fait peut-être le bonheur des autres. Bruno, la situation de Grasshopper, ça vous étonne quand on sait le passé, l'histoire de ce grand club? Je pense que c'est une situation difficile. On l'a vécu, nous, en tout cas la saison passée, c'est pas facile d'être dernier. Après, voilà, ils doivent faire quelque chose pour remonter, donc à eux de trouver la solution et de régler les problèmes chez eux. Ouais, justement, après cette nouvelle défaite, notre collègue Gianni Villers a demandé à Thorsten Fink quelles étaient justement encore les solutions pour tenter de sortir de cette fâcheuse situation. On écoute la réponse de l'entraîneur. Wir haben eigentlich gehofft, dass wir heute den Turnaround schaffen, von daher ein bitterer Rückschlag. Müssen sicherlich in der Woche sprechen, wie es dann halt auch weitergeht. Und ja, Kraft habe ich eigentlich, aber man muss sich sicherlich unterhalten, wie gesagt, was der Verein denkt und was wir zusammen dann entscheiden. Claude Gross, vous pensez qu'il est sur un siège éjectable, Fink? Est-ce qu'on va le revoir le week-end prochain? J'ai l'impression qu'il est résigné, il dit qu'il a encore de l'énergie, mais je sais qu'il a contacté son président pour lui demander si vraiment c'était encore l'homme de la situation. Il pourrait bien avoir du changement. Ce qui me dérange, on a vu à la fin du match les joueurs ou l'entraîneur qui doit aller discuter avec les supporters dans l'enceinte du stade. Ça me dérange un peu, mais c'est jamais bon signe quand vous devez aller dans le virage après le match, c'est pas bon signe. C'était pas une première en plus après cette rencontre lors d'une récente partie contre Neuchâtel, il y avait eu le même genre de réaction du public et on se posait déjà des questions à ce moment-là. Oui, mais le public, on peut lui donner la parole autrement, on peut les convoquer, on peut échanger, bien sûr, qu'ils ont le droit à des réponses, mais les faire comme ça dans le virage, où il y a des projectiles qui partent, direction de l'entraîneur, direction des joueurs, je trouve ça abominable. On imagine difficilement comment Getse va redresser la barre. Prochain adversaire, c'est IB. Ah oui, des fois, quand on s'y attend pas, on fait des points où on pensait pas les faire. Mais dans l'état actuel des choses, s'il se passe rien cette semaine, ça me semble compliqué parce qu'ils sont vraiment à l'agonie complète. Avec pas mal de problèmes aussi à l'interne, avec des sponsors qui s'en vont, avec des entraîneurs de la formation qui sont licenciés. Plus rien ne va. Tout est lié. Quand ça commence comme ça, tout s'enchaîne dans le mauvais sens. Et justement, je ne vois pas l'issue de ce Getse cette année. Quand Zurich avait été relégué, on ne l'avait pas vu venir. On pensait toujours qu'ils allaient s'en sortir parce qu'ils avaient de la qualité, ils avaient un groupe de qualité, ils avaient du jeu et ils ont quand même coulé. C'est-à-dire que là, Getse, on ne voit pas comment ils pourraient s'en sortir. Et puis un mot quand même au sujet de Lucerne avec la première victoire pour le nouvel entraîneur Thomas Eberli. Ça les met dans des bonnes conditions pour le match de coupe de mercredi contre IB. Oui, elle est bienvenue, ça fait du bien. Il y a un nouvel entraîneur, c'est sa première victoire. Alors, ok, c'était contre un bien pâle Getse, mais il fallait gagner pour Lucerne, c'était important. Il recolle, c'est tellement serré dans le championnat, donc il recolle un peu sur le haut. Il laisse surtout les places de relégables à bonne distance. Bruno Morgado, c'est hier que votre équipe et vous déplaciez du côté du Stade de Suisse pour se mesurer quand même à un gros morceau. Nicolas Menech, vous étiez au commentaire de cette rencontre. Oui, et Sion, on le sait, n'aime pas se déplacer à Berne. Dernière victoire dans cette ville en championnat pour les Valaisans. Ça remonte à 1996, une longue attente à laquelle a pensé Sion mettre fin au premier tour déjà. Victoire bernoise 3-2 alors que Sion menait 2-0 à la mi-temps de cette partie. Hier, l'issue a été différent. Le scénario était différent, mais l'issue tout aussi cruelle pour des Valaisans qui ont longtemps tenu. Un FC Sion visage remanié par rapport à la défaite en coupe mercredi. Le 11 de base proposait pas moins de 8 changements, avec notamment les débuts en Super League de Blasucci, les premières minutes de jeu d'Anguia cette saison. La présence aussi au coup d'envoi de notre invité, cela n'avait pas été le cas. Mercredi, ce FC Sion New Look a très bien résisté. Vous avez vu une occasion
de Benito et une d'Enzame avec à chaque fois une intervention de Fickencher. Autant que les parades du portier valaisan, il était important de regarder à ce moment-là le chronomètre. 12e minute pour la tentative du défenseur, 90e pour celle de l'attaquant. Entre-temps, soit près de 80 minutes, IB n'a cadré absolument aucune frappe. IB a quand même été dangereux avant la 12e. Occasion pour Assalé. C'est Fickencher qui est intervenu. Puis pour Fasnacht qui a trouvé la barre transversale. À ce moment-là, c'était la 13e. L'orage bernois a ensuite cessé après le premier quart d'heure difficile pour le FC Sion des Bernois qui, on ne l'a pas encore dit, retrouvait à l'occasion de cette rencontre. Mbabou, de retour de blessure, est titulaire et pour quelques minutes seulement, on y reviendra, Souleymani. On y reviendra, on l'a dit. Young Boys a continué à se créer les meilleures occasions. Fasnacht à la 70e avant l'ouverture du score. Seule réussite de la partie signée Garcia à la 91e minute. Fickencher a d'abord repoussé le centre de saut. La reprise acrobatique de Wüthrich a été manquée, pas celle du défenseur Ulysse Garcia qui a donc inscrit ce qui restera le seul but du match. Bruno, on vous voit en action. C'est le seul tir cadré de Sion. On n'en a pas parlé de votre équipe. Et aussi cette chance où on se dit qu'avec un peu plus de prise de risque lors de vos rares incursions, il y avait peut-être moyen de ramener 1 voire 3 points. Oui, on a eu quelques phases en contre où on aurait pu mieux négocier. Après, c'est la dernière action là, sur l'image. Là, j'étais à bout de force, on ne pouvait plus. Parce qu'il faut savoir qu'il faut beaucoup d'énergie pour jouer contre Young Boys. C'est une grosse équipe. Et en plus, on avait une équipe avec des joueurs qui ont un peu moins joué ces temps-ci. Normal, on a joué 120 minutes en coupe. Certains ont dû rester au repos. Et on a fait du mieux qu'on a pu. On a fait un très bon match. À la fin, voilà, on n'est pas payé de nos efforts et on a perdu ce match. Vous en avez fait des kilomètres sur votre côté. Vous avez débuté plutôt au milieu, ensuite attaquant. Murat Yakin nous disait en coupe, certains joueurs ont couru 17 km. Vous, hier, par exemple, vous savez combien de kilomètres vous avez parcouru? Non, je n'ai pas encore reçu les statistiques de combien de kilomètres j'ai couru. Mais ouais, en coupe, il y en a certains qui ont couru 17 km. Ouais. Bon, vous êtes régulièrement parmi ceux qui en font le plus. Défaite donc pour Sion à IB 1-0. Et puis salaire royal quand même, Claude, pour Young Boys. On en a parlé hier sur ce plateau avec Gabé Chapuisat, qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère par rapport au visage de ce nouveau IB depuis la reprise. Quand même bien moins vaillant qu'à l'automne. Oui, il y a le contre-coup, il y a eu toute cette euphorie, Coupe d'Europe, là on revient dans le train-train du championnat alors que le championnat est déjà joué, donc c'est pas toujours évident. Il manque quand même des joueurs comme Haro, le départ de Sanogo, donc c'est pas évident, mais à la fin, il marque quand même le goal. Steve Guillot disait qu'ils avaient une bonne étoile. Mais ils usent l'adversaire, comme Bruno l'a dit, ils usent. Et à force d'user, forcément, à un moment, vous êtes fatigué. Ils ont un peu de réussite, mais la victoire, elle est, même si elle arrive tardivement, elle est amplement justifiée. Le seul point noir peut-être pour Young Boys hier, c'est, on évoquait Souleymani, il est rentré, il a très rapidement dû ressortir, à nouveau touché. Ça a été un mal pour un bien peut-être pour Young Boys hier, puisque c'est Garcia qui l'a remplacé, c'est Garcia qui a marqué encore contre Sion. Il marque à peu près que contre Sion en championnat. Bruno, Nicolas l'a dit, vous avez évolué sur plusieurs postes hier. D'ailleurs, en préparant cette émission, on se demandait qu'est-ce qu'on devait vous donner comme poste, défenseur, milieu, attaquant. Vous avez choisi, c'est vous qui nous l'avez dit, de mettre défenseur. C'est votre poste naturel. Oui, c'est mon poste de base. Voilà. Après, bien sûr que je peux jouer à d'autres positions, mais le poste principal, c'est défenseur. La capacité d'évoluer, de changer de poste dans le courant du match, c'est ce que vous demande aussi Murat Yakin. Comment est-ce que vous le vivez? Il me demande de changer de position en plein match et je le fais voilà, sans problème. Voilà. C'est pour le bien de l'équipe, donc je le fais sans problème. On a un confrère, Claude Gross, qui comparait le FC Sion de Murat Yakin au Paris Saint-Germain de Tuchel, qui disait que c'était quand même beaucoup demandé à une équipe de Super League de changer de système, de changer de poste en cours de jeu. Qu'en pensez-vous ? Les joueurs doivent être habitués. Un entraîneur doit avoir un plan A, un plan A, un plan B, voire un plan C ou un plan D en fonction de comment tourne le match. Donc une équipe qui peut s'adapter de par les joueurs ou de par le système à l'adversaire ou changer au cours de match, c'est très important. Alors avec Yakin, on est dans l'extrême parce que les systèmes changent, les joueurs changent et c'est peut-être pas évident de changer de poste comme ça en permanence, mais voilà, c'est sa manière de travailler. C'est des fois surprenant, mais je pense que c'est une force de pouvoir vraiment s'adapter ou corriger en cours de match.
Vous connaissez déjà les plans B, C, D et E avant le match ou comment ça se passe? Non, on ne sait pas. On sait qui va jouer à quel poste avant le match, bien sûr. Mais après, pendant le match, ça, on ne peut pas savoir si on va changer de poste ou pas. Ça dépend aussi, voilà, comme vous avez dit, la physionomie du match, comment ça se passe et tout. Après, voilà, il fait les changements qu'il faut et il change les joueurs aux positions qu'il en a besoin. Et quand vous voyez, match après match, une coche pour moi, le nombre de joueurs dans le 11 de départ qui est changé, comment est-ce que c'est perçu, comment est-ce que c'est pris dans le vestiaire? C'est pris d'une bonne façon parce que d'un côté, ça permet de pouvoir avoir un groupe compétitif qui est prêt à tout moment à jouer. N'importe quel joueur est prêt à tout moment parce qu'il est prêt physiquement. Puis je pense aussi que c'est une force de pouvoir changer de joueur comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut jouer, mais un autre, après, il peut rentrer et puis faire autant le même travail qu'un autre joueur. Donc c'est une bonne chose. Bon, en tout cas, pour vous, Bruno, c'est une bonne chose, puisqu'on vous retrouve en Super League depuis la mi-novembre, alors que vous étiez avec les M21 en Promotion League la saison passée. Depuis, Yakin vous fait confiance. Qu'est-ce qui, à votre sens, l'a convaincu? Je ne sais pas. La même chose qu'avait convaincu peut-être Zeidler à l'époque. Voilà, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'envie, qui a envie de tout donner. Après, certains coachs n'ont pas voulu que je joue. Ça, c'est des choix, c'est comme ça, c'est fait ainsi. Après, voilà, Mourad me fait confiance. Donc, voilà, pour l'instant, je suis très content et j'espère que ça va continuer comme ça. On a l'impression quand même, malgré ce très long camp en Turquie, plus long que la plupart des autres clubs, et puis ce début d'année, ce gros turnover, que Sion a de la difficulté à trouver son identité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, il nous manque encore un petit quelque chose, je pense, pour justement passer ce cap pour devenir une bonne équipe. Voilà, on parle du match de coupe et de hier aussi. Je pense que c'est ça qui nous manque. Un petit truc à la fin. Pas grand-chose, mais c'est ce qui nous manque un peu pour gagner les matchs ou bien pour faire des points. Ouais, il nous manque encore un petit truc. Ce petit truc, Claude Gross, ça pourrait être quoi qui manque au FC Sion aujourd'hui? Alors, bonne question. Peut-être un peu de stabilité, je ne sais pas. Peut-être avoir un système mieux établi, des joueurs mieux établis. Alors, je ne suis pas contre le turnover, mais là, il me semble, vous pouvez passer de la tribune en étant titulaire avec le brassard et retourner en tribune ou sur le banc. Donc, je comprends que ça garde tout le monde sous tension, que c'est intéressant. Mais pour trouver un peu ses marques et un système, une identité, c'est quand même compliqué. On se pose souvent la question quand on va jouer Sion, quel va être le système, quelle va être la philosophie de jeu. Et souvent, on est surpris, il nous prend un peu à contre-pied, Yakin. Et alors, ça, c'est la vue de l'extérieur. Peut-être à l'intérieur, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que contre Sion, contre Saint-Gall, vous avez fait un bon match. Contre une équipe qui joue, qui propose du jeu et vous laisse des espaces. Mais c'est vrai, contre des équipes qui vous proposent moins de jeu, ils vous posent problème. Et je trouve que vous avez souvent de la peine à faire de jeu et trouver la solution. Vous êtes d'accord avec Claude Gross, Bruno? Oui, je suis d'accord avec lui, oui. C'est vrai qu'il nous manque, quand on a le jeu en main, il nous manque quelque chose pour aller chercher de plus, pour pouvoir être dangereux, pour pouvoir créer des situations beaucoup plus dangereuses. Et puis, quand on n'a pas le jeu, parfois on procède en contre et puis on est quand même mieux parce qu'on récupère le ballon et on se projette vite vers l'avant. Après, voilà, c'est des choses à travailler à l'entraînement et durant la saison. En tout cas, de votre côté, on a l'impression, on vous voit omniprésent sur les matchs de Sion, sur tous les postes, on l'a dit, mais très impliqué, très intense. Vous avez l'impression dans cette équipe d'avoir pris de nouvelles responsabilités sur le terrain? Non, je pense pas. Après, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Nicolas, vous qui commentez les matchs du FC Sion, on voit quand même un Bruno Morgado très engagé, très présent. Oui, surtout aussi par rapport à la saison dernière où il y a eu 0 minute en Super League. On peut imaginer, ça doit quand même être compliqué. On arrive en Super League, on disparaît pendant une saison. Franchement, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là dans un effectif qui bouge beaucoup? Bon, après aussi, la situation, la saison passée, elle était très difficile. On était dernier. Il fallait garder une stabilité, un groupe plus restreint pour pouvoir revenir au classement et tout. Après, j'ai pas joué, j'ai continué à jouer avec l'équipe réserve. Ça m'a permis. C'est pas la même chose, mais ça m'a permis de rester physiquement prêt. Si un coach me plaît pour me dire ouais, il faut que tu joues ce match-là, j'étais prêt. Après, voilà, Yakin m'a fait confiance durant ces matchs, donc voilà, j'espère que ça va continuer. On se souvient que vous aviez été lancé en 2016 par Peter Zeidler à l'automne, précisément en même temps que Quentin Maceiras. Vous aviez 18 ans, alors on était venu tourner un sujet vers vous. Vous suiviez votre apprentissage, je crois, au secrétariat du FC Sion. On a quelques images à vous remontrer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? En quoi le Bruno Morgado qu'on voit sur ces images et celui qu'on a aujourd'hui sur notre plateau a changé?
À part la coupe de cheveux, ce serait trop facile. Non, mentalement, j'ai changé. Mon jeu aussi a changé. C'est vrai qu'avant, j'avais un jeu, on va dire, j'ai évolué durant ces années. J'ai mieux compris certaines choses à mon poste parce qu'il faut savoir que quand j'avais commencé à ce moment-là, j'étais passé de ailier droite à latéral gauche. C'était aussi un nouveau poste pour moi. Donc j'ai dû m'adapter et j'ai beaucoup appris durant ces années. Donc ouais, je suis plus mature dans mon jeu, on va dire. Tant et si bien que depuis la 14e journée, vous figurez 9 fois dans le 11 de départ des 10 rencontres disputées par le FC Sion. Vous avez signé votre premier but en Super League face à Lucerne. Bruno, c'était début février. On va le revoir. Racontez-nous comment vous l'avez vécu. J'étais très content. Voilà. C'est vrai qu'il ne manquait plus que ça, marquer un but ou quelque chose pour pouvoir vraiment lancer la saison aussi. Donc voilà, ça a été fait avec ce but. Et après... ça a continué, puis j'ai remarqué aussi contre Bâle. Absolument, j'allais vous en parler de ce but en coupe, quand on est valaisan, quand on est formé au FC Sion, quand on est dans le stade de Tourbillon et qu'on marque un but, qui plus à l'ouverture du score face au FC Bâle. On imagine que c'est toute une histoire, tout un symbole pour vous? Ouais, c'était quelque chose que j'oublierai jamais, voilà. Surtout quand on sait l'histoire entre Sion et la Coupe Suisse, voilà, c'était quelque chose d'incroyable, voilà, de marquer là. En plus, dans le stade de Tourbillon, voilà, c'est aussi mon premier à Tourbillon. Et après, sincèrement, quand j'ai marqué ce but, je pensais qu'on allait passer. Bon, après, mais je crois que tout le monde, hein, Claude. On pensait tous que vous alliez passer. Que ça a tremblé, les murs dans les vestiaires après cette rencontre, ou c'était comment l'atmosphère? C'était silencieux. Ouais, vraiment silencieux. Ça parlait pas trop. C'était dégoûté, voilà. Quand on sort comme ça, après avoir gagné 2-0 pendant 80 minutes, et après pendant 10 minutes, perdre, qu'ils reviennent au score puis ensuite perdre, c'est difficile. Aujourd'hui, pour le FC Sion, il ne reste entre guillemets que le championnat. Est-ce qu'après cette élimination, vous avez refixé ensemble de nouveaux objectifs? Je pense déjà, on peut viser, je pense, la 4e place, mais encore possible. Et puis surtout pas jouer la relégation. C'est mieux pas. Absolument. Le prochain adversaire, c'est Neuchâtel-Xamax. Vous vous attendez à quoi comme match samedi? Je pense que ça va pas être un match facile. Voilà. Neuchâtel va jouer toutes ses chances et nous aussi, on va jouer tout ce qu'on peut pour gagner surtout ce match, pour revenir au classement et puis gagner des points pour sortir, pour écarter un peu cette phase de relégation. D'autant que les derbys romans, c'est très important, hein, évidemment. Hein. Ce sera le 3e de la saison, avec 2 clubs qui ont 2 structures bien différentes, mais qui ont un point commun. C'est le fait que ce sont des familles qui les dirigent. D'un côté, les Bingli, de l'autre, les Constantin. Plus dans l'ombre de leur père président, les fils Grégory Bingli et Barthélemy Constantin ont également leur part de responsabilité. Interview croisée. Grégory Bingli, je suis vice-président de Neuchâtel-Xamax. Mon rôle est essentiellement du côté du marketing. Barthélemy Constantin, je suis directeur sportif au FC Sion depuis fin 2014. J'ai fait un peu le tour dans tout dans le club, avant d'être où je suis maintenant. Quand il a repris le club en 2003, j'avais 9-10 ans et puis tout petit, j'ai rebaigné là-dedans. Des fois, quand on jouait le samedi, l'équipe partait le vendredi, je faisais semblant d'être malade pour pas aller à l'école, pour pouvoir m'enfiler dans le bus et puis partir faire la mise au vert avec l'équipe pour voir le match ensuite le samedi. Les premières fois que j'allais au stade, je devais avoir, je pense, 6 ou 7 ans. Et je ne comprenais pas bien qui marquait, donc chaque fois mon père devait me dire « mais non, là c'est pas Xamax » ou « oui, là c'est Xamax ». Donc petit, il fallait que je commence à apprendre et c'est lui qui m'a un petit peu initié dans cet amour du club. En fait, ça nous a rapprochés, donc ça nous a créé un lien, ça l'a renforcé ce lien père et fils. Donc oui, c'est beau. On est très très complémentaires, bien sûr on n'est pas que 2, il y a énormément de monde qui nous aide et qui travaille avec nous, mais en gros, on va dire, il y a 2 pôles qui sont gérés d'une part avec le père et tout le côté sportif et moi tout ce qui est un petit peu marketing commercial.
Il y a des moments où c'est facile, il y a des moments où c'est plus difficile. Après, il y a tout. Après, c'est clair que ça n'a pas toujours été rose, mais ça n'a pas toujours été noir. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments. Après, j'ai quand même eu un poste à haute responsabilité très très jeune. Et je suis toujours très jeune et j'ai encore beaucoup à apprendre. Après, on a nos caractères les deux et on s'est toujours dit les choses comme on devait se les dire face à face. Et si on doit s'engueuler, on s'engueule 5 minutes et après c'est fini. Après, c'est clair qu'il n'y a pas tout qui nous réunit que dans le foot. On parle beaucoup d'autres choses, on fait beaucoup d'autres choses ensemble. Après, c'est clair que le foot, en tout cas tous les week-ends, on est dans un stade, que ce soit ici ou à l'extérieur ou à l'étranger. Donc, c'est clair que le foot prend une grande partie de notre temps. On a une vraie vie de famille, on va dire. On n'embête pas non plus le reste de la famille avec du Xamax, même si tout le monde est évidemment très intéressé. Pour le moment, il est là. Et aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'être président. Donc, je le laisse être président le plus longtemps possible et on verra ce qui se passera plus tard. J'ai pas des souhaits is no good. Hein. Je ne veux pas être calife à la place du calife. Moi, le plus important, c'est que ce club vive, hein, qu'il soit pérenne. Et mon rôle, je crois que c'est secondaire. Je serai toujours au service de ce club, au service des supporters pour qu'on puisse le faire progresser, le faire grandir. Joli sujet signé Sébastien Clément. Notez que la version longue de cette interview croisée est à retrouver sur notre site internet teleclubsport.ch et sur notre page YouTube Téléclub Romandie, sur laquelle il vous faut aller vous abonner pour revoir toutes nos émissions, tous nos sujets, etc. etc. Bruno, votre famille, elle vous suit? Elle est dans le stade à Tourbillon chaque week-end? Oui, bien sûr, elle est tout le temps là. C'est mon soutien, numéro 1 surtout. Quand vous jouez, vous les repérez, vous savez où est-ce qu'ils sont assis? Oui, je sais où ils sont dans le stade, oui, je sais. Les familles sont tous un peu au même endroit pour les joueurs, donc oui, on sait exactement où ils sont. Et ça vous porte? Oui, bien sûr. Voilà, je sais qu'ils me regardent, qu'ils me soutiennent, donc ouais, c'est important pour moi. À propos de Barthélemy Constantin, quel rapport vous avez avec lui? C'est... Voilà, comme il a dit, c'est le directeur technique un peu, voilà. Donc il est là, il vient nous saluer et tout, mais voilà, sans plus. Quelqu'un qui nous regarde, voilà, qui nous suit. Claude Gross, derby, très attendu, ce sera samedi. Vous serez au co-commentaire avec Nicolas Emanek, justement, du côté de la Maladière. À quel match est-ce qu'on peut s'attendre, compte tenu des performances de ces dernières semaines des deux clubs? Oh là là, alors ça, c'est très compliqué. Vaste question. Très bonne question. Je ne sais pas, j'ai vraiment aucune idée et ça va dépendre de pas mal de paramètres. Est-ce que Seredi sera là, par exemple? Donc ça, c'est quand même un point important. On a vu aujourd'hui à quel point elle avait manqué, donc à Neuchâtel. Donc voilà, Neuchâtel doit faire des points. Sion aussi, il faudra que les deux équipes jouent ou prennent des risques parce que le match nul n'arrangera forcément personne. Donc on peut s'attendre à un match quand même relativement ouvert. Bon, on se réjouit de le suivre. Ce sera évidemment sur Téléclub. Il y aura un dispositif spécial avec 2 commentateurs, avec des interviews à chaud, etc. Donc soyez des nôtres, ce sera samedi. Les Rouges et Noirs qui rendaient visite à la formation d'un certain Peter Zeidler cet après-midi au Kibun Park avec les assauts des brodeurs qui ont fini par trouver le chemin des filets à la 20e minute avec Wittwer qui sert à Chimerou. L'appel dans le dos de la défense, Xamaxien y trouve Guillemeno au 2e poteau. Ils ont fait tout juste, l'appel d'Achimérou, le centre, la réception de Guillemeno avec un petit peu de réussite, mais il y a but, donc c'est l'essentiel. Mais c'était vraiment la première fois ils ont trouvé le décalage entre les joueurs de Neuchâtel. Les Brodeurs pas loin de signer le 2-0 à la demi-heure de jeu. Écoutez ça à gauche pour le centre. La talonnade de Guillemeno qui laisse à Chimerou qui frappe. C'est un ballon renvoyé par la transversale. Ouais, là aussi, ils avaient fait tout juste. Ils ont souvent passé par ce côté gauche, hein, ça veut dire le côté droit de Neuchâtel. Et c'est aussi une raison pour laquelle peut-être ils ont changé leur système par la suite. Et puis ce fait de jeu à la 36e, Monsieur Jacotet qui sort un carton rouge pour cette sortie de Stojanovic sur Ademi, c'est correct? Oui, complètement. Je ne sais pas ce qu'il va faire là-bas. Il est à 25 mètres de ses buts, complètement sous le côté. Il arrive en retard. Il a mal évalué la trajectoire du ballon. Et après, il fait faute. C'est clair qu'il n'avait plus qu'à marquer derrière Ademi. Ademi n'avait plus qu'à marquer. Donc c'est carton rouge. C'est normal. On découvre ici le corner de Neuchâtel Xamax. C'était la plus grosse occasion de cette première période. La tête de Piquel qui touche la transversale et ça rebondit devant.
Oui, les rares occasions viennent sur balle arrêtée. On l'a dit, il y avait plus de taille du côté de Neuchâtel que de Saint-Gall. On pensait que c'était là-dessus qu'ils pouvaient faire la différence au deuxième mi-temps. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu trop d'imprécisions techniques, que ce soit dans le jeu, que ce soit sur les centres. Il n'y a pas un centre qui arrivait. Sur les longs ballons, souvent, ils finissaient en touche. Donc, il y a eu trop d'imperfections au niveau technique pour pouvoir prétendre à autre chose. Mais quand même, à l'heure de la mi-temps, on se dit que Xamax va évoluer à 11 contre 10. Il va y avoir moyen quand même de faire quelque chose. Justement, à chaque fois qu'ils arrivaient à trouver un décalage ou qu'ils devaient changer de jeu ou jouer court, les ballons n'arrivaient pas. Donc c'est compliqué, vous perdez la balle, vous devez vous replacer, Saint-Gall, ça permet à Saint-Gall de sortir, donc ils n'ont jamais réussi à vraiment se procurer des occasions de but à cause de cette justesse technique qui manquait. Xamax qui va se prendre un coup de massue à la 67e sur une action de rupture après un corner en faveur des Rouges et Noirs. C'est le contre avec Dinardo qui va se faire enfumer par Hachimero. Hachimero qui va pouvoir servir Barnetta qui fixe Walter, le portier xamaxien qui a raison ici, Claude, d'être fâché. Oui, je pense déjà que Dinardo à la base, si le corner il est à droite, si le ballon il sort, il va sortir ici parce qu'il va être envoyé au premier poteau. Donc il n'est pas assez sur le côté pour récupérer tout de suite le ballon. Et ensuite, ils ont fait, Saint-Gall a fait tout juste. Ça a été vite. Neuchâtel s'est fait prendre à son propre jeu. Un magnifique contre et ça a fini par tuer le match, quoi, tout simplement. 70e, c'est la plus grosse occasion neuchâteloise avec d'abord la frappe de Ramidi qui touche le coin et puis le raté de Dinardo. Ouais, un des rares centres qui arrive au millimètre. Le gardien, je pense, était battu et derrière Dinardo, c'est bien que c'est pas un attaquant, c'est incompréhensible. Voilà, c'est le manque de réussite. 75e, le contact sur Kutesa dans la surface et Monsieur Jacotet qui siffle penalty. Il ne l'a pas sifflé sur Nuzzolo, il le siffle là. On a de la peine à voir sur les images s'il y a vraiment un gros contact ou pas. Mais c'est vrai qu'ils viennent se resserrer, ils le prennent un petit peu à deux. C'est pas scandaleux de siffler là-dessus, mais on aurait aimé qu'il siffle aussi sur Nuzzolo. Transformé par l'ancien Cédunois Vincent Siro. 10e but de la saison pour Vincent Siro qui sale encore un peu plus l'addition. 3-0 pour Neuchâtel Xamax. Ça va être compliqué quand on n'est pas capable de faire des points dans ce genre de match, Claude. Oui, parce que là, je pense qu'il y a vraiment la place et on pensait qu'ils allaient passer l'épaule, ou du moins revenir au score, et ça débouche sur un 3-0. Donc au niveau mental, c'est très dur. J'imagine le retour encore qui est en plus très long. Il faut reprendre une semaine. Il y a l'arrivée de Sion qui se profile. Il y a le cas Sérédier à régler, ce qui n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de questions à se poser. Défensivement, qui était la base de Stéphane Auchaud, où c'était solide, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Offensivement, il ne se passe toujours rien. Donc c'est inquiétant. Et on voit que le manque de confiance à Nuzzolo, qui est extraordinaire, on voit qu'il est dans cette dynamique aussi négative où il réussit moins ses gestes. Donc on espère qu'ils vont retrouver très vite de la réussite. En tout cas, Saint-Gall, un succès intéressant pour remonter au classement à la 4e place avec ce buteur qui signait sa première réussite sous le maillot des Brodeurs, c'est Jérémy Guillemenot. C'est son premier but en Super League. On écoute sa réaction à l'issue de ce match. Jérémy, c'était un match un peu particulier même pour vous, avec cette victoire 3-0 à 10 contre 11. Ouais, c'était un match un peu spécial avec le carton rouge et mon premier but pour l'FC Saint-Gall. Donc c'était un peu spécial aujourd'hui avec toutes les accumulations de choses qui sont passées dans ce match. Pour vous, vous essayez de vous lancer ou de vous relancer en venant à Saint-Gall. Comment vous vous sentez dans cette équipe depuis que vous êtes arrivé? Je me sens bien, je me suis bien adapté avec les coéquipiers aussi, avec les plus vieux aussi que les plus jeunes. Mais sinon, c'est un bon club ici et pour l'instant, je me suis bien adapté. Cette victoire a été aussi importante parce que vous restez sur quelques matchs sans victoire. Ouais, après c'était des matchs un peu où on n'a pas eu de chance, donc on est resté sur la même lignée de travail qu'on a fait depuis le début de saison. Donc là, ça nous a souri et on est content. Et du côté des Neuchâtelois, Laurent Antognoli a recueilli les impressions du capitaine et dernier rempart, Laurent Walter. Laurent, quelle est votre réaction après ce match? Si je vous dis surtout que le premier but vous a fait mal, parce que vous étiez plutôt bien en place avant cette première réussite. Ouais, alors je suis pas forcément d'accord parce que je pense qu'ils avaient déjà pris, j'avais dévié un ballon sur la barre, ils ont eu 2-3 shoots à bout portant qui sont passés à ras du poteau, donc je pense qu'à la mi-temps on s'en sortait, j'ai envie de dire plutôt bien avec ce 1-0. On a surlevé la tête grâce à la mauvaise sortie de Stojanovic qui nous a remis dans le match. On était bien et puis je dirais que ce qui nous a fait surtout mal, c'est pas le premier mais c'est le deuxième but parce que ça nous a évidemment coupé les ailes et puis ça a clôturé les débats.
Oui, on vous a vu très énervé sur ce deuxième but parce qu'au départ, vous avez un corner offensif. Oui, évidemment, c'est clair que voilà, à chaud comme ça, je suis un petit peu sorti de mes gonds, comme on dit. C'est peut-être pas l'exemple à suivre, mais c'est vrai qu'à chaud, ça m'a fait tellement mal, j'y croyais tellement. Je pensais qu'on pouvait revenir à un partout, qu'on pouvait peut-être passer l'épaule en fin de match. Et puis voilà, on a travaillé toute la semaine, on a préparé le match. Et puis sur des détails où, voilà, à l'orée des 16 à 90 mètres de mes buts, ben, on se fait attraper. Et puis au final, ça fait que quelques secondes plus tard, c'est 2-0 pour Saint-Gall. Et puis ça clôture les débats. Donc voilà, c'est clair que ça a fait mal. Ouais, situation compliquée pour Neuchâtel-Xamax. Bruno Morgado, on se souvient que le FC Sion, la saison dernière, avait traversé aussi des moments difficiles comme ça. Vous qui étiez proche tout de même de l'équipe, qu'est-ce qui peut donner le tour, finalement, remotiver les troupes pour aller de l'avant? Quand on est dans une situation comme ça, il n'y a que le travail. Voilà. Vraiment travailler très dur pour revenir et pas se prendre la tête non plus, pas trop penser à ce qui va se passer et tout, parce que si on pense trop, c'est sûr que là, ça va mal finir, mais aller de l'avant et donner à chaque fois le meilleur de soi et puis après faire les points, bien sûr. Se mettre en mode guerrier, mais pas trop réfléchir. Ouais, voilà, pas penser à ce qui peut se passer, mais aller vers l'avant et tout donner à chaque match. Voilà. Y aller match après match, c'est le nom de notre émission du lundi soir dans laquelle vous retrouverez Laurent Walter demain aux côtés des autres gardiens Roman, Castella, Frick et Fickencher pour une émission spéciale gardien et il y aura des choses à dire notamment sur ce qui s'est passé ce dimanche sur les pelouses de Suisse. Une autre pelouse justement, c'est celle du Letzigrund, Nicolas, où Zurich recevait ce dimanche le FC Lugano. Oui, deux formations qui ce printemps le même bilan au niveau de la Super League, une victoire, un match nul et 2 défaites. Même match pour même jour de match pour le quart de finale de la Coupe de Suisse, c'était jeudi. Destin différent, Zurich s'est qualifié, Lugano a été éliminé et au Letzigrund, il a fallu attendre à la 20e minute pour avoir la première chance de but, double chance même. Elle est pour Certic, le joueur prêté par Marseille qui bute une fois sur Baumann et qui ensuite ne trouve pas le cadre. Le FC Zurich a dominé légèrement les débats, qui a eu 8 corners à 0 en première période, qui n'a pas su en profiter et qui a été puni à la 30e sur cette action où Gernt a pu combiner avec Sadikou. C'était la première fois que Sadikou, Gernt, Carlinhos et Boitani débutaient ensemble une partie. La défense est transpercée comme du beurre, de même que le portier Brecher. Lugano, à ce moment-là, sur sa première véritable chance de but, ouvrait la marque. Un Lugano qui va se retrouver lui aussi réduit à 10. À la 45e minute, le Hongrois Keskes recevait son deuxième avertissement. Zurich a évolué avec un homme de plus sur le terrain pour toute la deuxième période, mais n'a pas su en profiter. La frappe de Certic, peu avant l'heure de jeu, est une des chances de but qu'il y a eu. On a sorti ce genre d'occasion parce que le portier Baumann, au final, a quand même passé une fin d'après-midi relativement tranquille. 75e, nouvelle chance. C'est Cizey contre ses anciens coéquipiers qui ne réussit pas à transformer cette bonne opportunité. La situation était idéale. Ensuite, Neff aura encore une tête, puis un but annulé pour hors-jeu à la 89e minute. Vous allez le voir, ça s'est joué à très peu de choses. Zurich, Claude, quand même, ne va pas bien. Et Lugano prend un grand bol d'air avec ce succès. Zurich est dans une phase un peu difficile. Ludovic Magnin l'a dit avant le match, hein, ça faisait leur 5e semaine anglaise, 4e semaine anglaise, donc ils craignaient un peu de fatigue. Donc ils se réjouissaient de la semaine prochaine, où ça sera une semaine normale. Alors on verra la semaine prochaine s'ils ont rechargé les batteries et si on va retrouver le Zurich de 2018. À quelques centimètres, vous le voyez, cette ultime opportunité qui a été annihilée par le drapeau qui s'est levé. Le FC Lugano empoche 3 points, lui qui avait échoué dans sa tentative de le faire lors de la dernière journée contre IB. Zurich poursuit sa série plutôt négative. Et c'est la bonne opération pour ce FC Lugano qui revient à égalité de points, Bruno, avec Sion, hein, je crois 26 points. Est-ce qu'après 23 journées, quand on est joueur, on regarde les résultats des autres rencontres ou pas encore ? Bien sûr qu'on regarde, on sait que c'est serré, donc bien sûr qu'on regarde ce que font les autres pour pouvoir aussi savoir où on est classé. Et, voilà. Et de voir Lugano revenir aujourd'hui, ça vous inquiète ? Non, je pense qu'on se concentre plus sur nous que sur les autres quand même si on voit que Lugano a gagné et qu'il revient à la même hauteur que nous, on se concentre sur nous, c'est plus important.
On va écouter une réaction tessinoise après le coup de sifflet final de cette rencontre. Stéphane Amoroso a tendu son micro à Eloge Yao. Eloge Yao, c'est une victoire très importante qui va faire beaucoup de bien dans les têtes de Lugano aujourd'hui. Oui, cette victoire, c'est très important pour nous parce qu'on cherchait ces 3 points. Et faire ces 3 points ici sur le terrain de Zurich, c'était pas simple, c'était pas facile. Donc l'équipe a bien travaillé, on était une équipe bien soudée et on a eu les 3 points. Quand vous avez perdu Kesh juste avant la pause, qu'est-ce que Fabio Celestini vous a dit justement à la pause pour cette deuxième mi-temps? Non, il nous a dit, et on a qu'à rester tranquille, de continuer à jouer comme à la première mi-temps. Que c'est un match, on avait bien commencé, donc on devait continuer comme ça. Et on est rentré, on a fait la même chose. Et on a vu, hein, vous étiez très solide, une belle cohésion de groupe qui vous a amené cette victoire. Ouais, c'est ça, on a travaillé dur, on a entraînement pour ça. Et ça s'est vu sur le terrain. Donc on doit continuer comme ça sur cette route pour être une équipe. Voilà pour cette rencontre entre Zurich et Lugano remportée par les Tessinois. Et puis enfin, un duel pour la 2e place. C'était du côté du Parc Saint-Jacques ce dimanche. Nicolas, ça se passait entre le FC Bâle et Thun. Oui, 2 équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe cette semaine. À ce stade de la compétition, Bâle se déplacera à Zurich et Thun se rendra chez le vainqueur de la partie à jouer cette semaine entre Lucerne et Young Boys. Voilà pour la parenthèse. Coupe de Suisse en ce qui concerne le 2e et le 3e du classement qui se retrouvaient au Parc Saint-Jacques dans un choc où en partie peut-être la Ligue des Champions pouvait se disputer. Seulement 20 700 et quelques spectateurs pour ce match. Déception de ce point de vue-là pour les Rhénans. Les Rhénans qui se font une première frayeur dans cette rencontre avec Omlin qui va faire une sortie un peu bizarre sur Bigler. Bigler va rester au sol. Qui a touché le ballon en dernier? C'est Bigler et Omlin, là, aurait dû voir l'arbitre siffler un penalty contre lui et contre son équipe. Ah, c'est penalty indiscutable et c'est d'autant plus regrettable. C'est que Bigler doit sortir par la suite et derrière, ils encaissent le but. Donc c'est tout perdu pour Thun, injustement. Avec Fèvre qui met dans la difficulté Kablan qui a remplacé le suspendu Glarner. Ensuite, l'intelligence de Stocker pour ne pas jouer ce ballon alors qu'il est en position de hors-jeu. Et c'est von Wolfswinkel qui trouve le chemin des filets dans une position favorable. À noter que von Wolfswinkel et Ayeti, pour la première fois du printemps, débutaient ensemble. Côté thunnois, Sorgic, au coup d'envoi, était sur le banc le meilleur buteur de ce championnat. Thun a eu beaucoup de peine et Stocker, de retour en forme, le montre. Sert Ayeti dans la profondeur, c'est parfaitement joué. Peu après la demi-heure, ça faisait 2-0 pour le 2e de la hiérarchie qui avait 4 points d'avance. Et on vous le dit d'ores et déjà, on aura 7 au terme de cette 23e journée. Puisque Thun, en deçà, Thun peut être confronté à ses limites aujourd'hui, ne parviendra pas à revenir. Ayeti donc pour le 2-0. En deuxième période, encore Bâle pour une chance de but. C'est von Wolfswinkel sur ce coup de poing qui ne trouve pas le cadre. Sorgic aura une des meilleures occasions thunnoises. C'est un centre, c'est une tête, c'est Spielmann qui est à l'origine, mais vous allez le voir pour Omlin, il n'y a aucun danger sur cette occasion. L'addition va être salée par Bâle sur ce nouveau centre, le renvoi de Fèvre, le ballon qui ne va pas très loin. Et à la suite de cette combinaison, l'échange entre Zoufi et Ayeti. Zoufi tout seul dans les 16 mètres, bien trop seul. C'est 3-0 à la 83e minute. Thun, grâce à Rodriguez, c'est son premier but en Super League, inscrira le but de l'honneur. Ça ne changera rien. Bâle est peut-être encore plus en forme que Young Boys ce printemps. Je ne sais pas s'ils sont plus en forme. Ils retrouvent un vrai niveau qui correspond plus au FC Bâle. Sur le match d'aujourd'hui, c'est dur à dire si Thun était un peu au-dessous ou Bâle est vraiment supérieur. Je pense que c'est le cas sur le match d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que Bâle, en 2019, on retrouve un bon FC Bâle. On retrouve des joueurs comme Stocker qui avait manqué carrément avant Noël puisqu'il n'était pas performant. Et là, il a retrouvé sa place et il est très bon. Et c'est à l'image de ce FC Bâle qui renaît un petit peu en 2019. Les deux équipes ont marqué à chaque fois cette saison. Ça s'est encore une fois confirmé. Mais Thun connaît un coup d'arrêt quand même avec ce revers. Écart de 7 points désormais entre les deux formations. Bâle s'approche un tout petit peu quand même de la deuxième place.
pour la Ligue des Champions. Et Thun la voit clairement filer, Claude, selon vous, avec ses 7 points désormais d'écart? Oui, très certainement, mais je crois d'avoir IB et Bâle, je pense que c'est l'idéal. Je ne veux pas me moquer de respect à Thun, mais Thun fait un championnat incroyable s'ils gardent cette 3e place. C'est génial pour eux. Et laissons Bâle, IB aller batailler pour la Champions League. Bruno, elle vous impressionne, cette équipe de Thun, saison après saison? On dit tout le temps qu'on lutte contre la relégation au FC Thun, mais là, clairement, depuis le début de l'exercice, on voit une autre dimension. Oui, c'est vrai qu'ils ont une bonne équipe, un bon groupe, ils travaillent bien ensemble. Et après, le trio devant, là, les 3 joueurs devant, ils sont très bons quand même. Donne du fil à retordre. Au sujet de Bâle, vous avez vu, vous qui les avez affrontés 2 fois de suite en 2019, justement aussi ce renouveau, cette renaissance? Ouais, c'est une bonne équipe, Bâle, ça reste une très bonne équipe. Ils ont des très bons joueurs, voilà, des joueurs avec beaucoup d'expérience aussi. Et puis, après, voilà, contre nous, ça a été un peu différent. On a à chaque fois su tenir un peu le FC Bâle, mais à la fin, on a à chaque fois craqué. Donc, mais ça reste une très très bonne équipe. Bâle et Young Boys qui sont les seules équipes encore invaincues ce printemps. Désormais, Thun l'était, ce n'est plus le cas. On va écouter une réaction, Renan, au micro de Vincent Régola qui était au commentaire de cette partie, c'est celle de Samuel Campo. Samuel Campo, à l'exception de ce but en fin de rencontre qui est finalement assez anecdotique, vous avez géré cette partie de bout en bout. Ouais, c'était un bon match avec beaucoup d'expérience. On a joué ce match comme des gros garçons dit. On a marqué tôt, c'était important pour ce match aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un bon match. Comment vous expliquez ces 2 visages qu'a eu le FC Bâle cette saison? Début de saison compliqué et puis tout à coup là vous avez pris une véritable assurance. Vous marquez, vous tenez les matchs sans problème. C'est quoi c'était juste le temps? Ouais, je pense dans le foot il y a des moments comme ça, il y a des moments durs qu'on doit toujours être ensemble pour se reprendre et pour jouer comme ça, comme on a joué aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi les temps mauvais. Comme ça, on agit, on apprend aussi. Et après, c'est bon. Cette 2e place, c'est véritablement une motivation maintenant pour la fin de saison? Ouais, je pense que c'est notre but de garder cette place. Absolument. Jusqu'à maintenant, c'est bien comme on a fait. Et voilà, mission accomplie. On vous avait promis de vous remontrer tous les buts de cette 23e journée. C'est chose faite. Désormais, on va récapituler, Nicolas, avec vous, les résultats et puis découvrir le tableau mis à jour. Oui, et au contraire de la Challenge League, il n'y a eu aucun match nul ce week-end en Super League. C'est-à-dire que certaines formations ont fait de bonnes opérations. Young Boys, action 1-0. Défaite encore une fois pour Getse, battu par Lucerne 3-1. Saint-Gall a dominé Neuchâtel Xamax 3-0. Bâle a dominé Thun 3-1. Et enfin, la victoire de Lugano à Zurich sur le score de 1-0 au cours de cette 23e journée. Et au terme de cette 23e journée, l'écart de 19 points entre Young Boys et Bâle reste identique. Thun repoussé à 7 longueurs à la 3e place, toujours 5 points d'avance. Une belle marge quand même par rapport à la 4e place, désormais occupée par Saint-Gall, l'un des grands vainqueurs du week-end. Saint-Gall 4e par la suite et surtout concernant les romans, Sion à égalité avec Lugano, 7e et 8e place pour ces 2 formations. L'écart est de 7 unités par rapport aux places de barragistes. À la place de barragiste, toujours occupé par Neuchâtel Xamax, qui a toujours, lui, ce petit point d'avance sur Grasshopper, les 2 derniers ayant perdu ce week-end. Et demandez le programme du week-end prochain, samedi, le très attendu derby roman se tiendra à la Maladière. On vous proposera un dispositif spécial pour cet événement. Parallèlement, IB rend visite à Grasshopper et puis dimanche, le FC Thun reçoit Zurich. Bâle se déplace au Cornaredo et Lucerne se mesure à Saint-Gall. Vous souhaitez gagner vos invitations pour ces rencontres? Rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook de Téléclub, Téléclub Sport Romandie. Vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez et on vous souhaite bonne chance pour le tirage au sort qui aura lieu en début de semaine pour aller supporter votre club de cœur. Du foot ce soir encore sur Téléclub. Ne manquez pas le choc entre Naples et la Juve avec un studio de Serie A à suivre dès 20h15. De la Ligue 1 à 21h avec le duel opposant l'OM à Saint-Etienne. Et puis les matchs retour de 8e de finale de Ligue des Champions avec le Dortmund de Lucien Favre qui devra réaliser l'exploit face à Tottenham. Mardi également, le Real reçoit l'Ajax. Mercredi, la réception de Manchester United au Parc des Princes. Sans oublier le duel entre Porto et l'AS Rome. Jolies affiches en perspective, programme alléchant. Bruno Morgado, vous la suivez, on imagine, la Champions League. Oui. Le club que vous soutenez particulièrement?
Et il a déjà été éliminé. Il a déjà été éliminé, c'était qui? C'était le Benfica, voilà. Ah bah oui, pour vos origines portugaises, Voilà. évidemment. Est-ce que dans cette campagne de Champions League, il y a un joueur qui vous inspire particulièrement cette saison? Non, il n'y a pas de joueur qui m'inspire plus que ton. Après, voilà, on suit tous ces phénomènes voilà, qui sont Ronaldo, Messi, tous ces autres joueurs. Voilà. On les suit, mais j'ai pas de favoris. Pas de favoris? Non. Claude, vous avez déjà eu l'occasion de livrer votre favori pour la Champions League cette saison. Vous étiez très branché Paris, je crois. J'étais branché Paris avant le match de Manchester d'ailleurs où on m'avait dit que Paris n'avait plus aucune chance puisqu'ils n'avaient plus personne. Donc je maintiens Paris au complet, peut aller au bout. Parfait, persiste et signe. C'est donc le programme de la semaine sur Téléclub avec le retour des compétitions européennes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été des nôtres sur le plateau. Merci, Bruno, d'être venu jusqu'à nous. On vous souhaite une belle suite de saison avec le FC Sion. Offrez-nous du spectacle. On se réjouit de vous voir dans le derby. Claude, merci. À bientôt sur Téléclub. À bientôt. Nicolas, à bientôt derrière un micro ou sur le plateau. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et à la rédaction de Téléclub pour la préparation de cette émission. Elle était produite par Régis Beresville. Merci à lui et surtout, merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On vous souhaite une très belle soirée, qu'elle vous soit douce, excellente semaine. On vous embrasse. Salut.